Merci beaucoup. Bonjour à tous. Si je tousse, c'est plutôt lié à un virus et donc ne vous faites pas de soucis. Je ne prendrai pas d'antibiotiques et ce n'est pas lié à des germes multirésistants. Je vous prie de m'en excuser. Donc je vais vous parler de la résistance aux antibiotiques en Suisse. Et parlant de résistance, quels sont les plats de résistance? C'est ceux que Patrice a déjà mentionnés. De manière non surprenante, je diviserai mon propos en grammes positifs, entérobactéries, qui effectivement seront les éléments les plus importants de la discussion. Et je terminerai par un mot bref sur les bactéries non fermentatives comme le Pseudomonas. Mais commençons tout d'abord par le staphylocoque doré résistant à la méticilline. Ça, c'était la situation qui prévalait à Genève il y a quelques années. Un patient venait en électif, un petit peu guiré, avec une hanche problématique pour se faire opérer. Et au lieu d'être accueilli par l'équipe... Plus près, comme ça. Vous entendez? Ça va comme ça, le micro? OK. Au lieu d'être accueilli par l'équipe soignante, il pouvait être colonisé par du staphylocoque doré méticilline résistant, ce qui était un gros souci. Ça a été publié dans nos journaux grand public à Genève comme la bactérie qui fait peur. Comme vous le savez, la situation a passablement changé. Entre 2004 et 2014, on est passé d'un taux de MRSA très élevé. On avait par exemple 26% dans la région romande, tout particulièrement à Genève d'ailleurs, 20% au Tessin. Et 10 ans après, les taux ont diminué. En 2014, on était autour de 12%. Les taux ont encore contribué à diminuer par la suite. Donc une tendance extrêmement rassurante par rapport à cet aspect-là, qui peut être due à plusieurs facteurs. Alors, un des facteurs que j'illustre ici, c'est le changement des souches. À Genève, on monitore par manière moléculaire les souches qui peuvent poser des problèmes, comme par exemple le staphylocoque doré résistant à la méticilline. Chaque fois qu'on a une souche, on la type et on a ici une façon de la catégoriser par rapport à la cassette de résistance. Sans rentrer dans les détails des cassettes, vous pouvez très facilement voir que les nombres ont décru de manière très significative jusqu'à 2017 et que cette diminution, elle n'est pas homogène. Elle est essentiellement due à la diminution des bactéries qui sont représentées ici en bleu, qui sont des bactéries qui portent une cassette de résistance hospitalière. Donc c'est notre clone hospitalier qui, de manière tout à fait importante, a diminué. Vous voyez que les autres cassettes de couleur rouge et orangée sont des cassettes qui sont associées à des staphylocoques dorés communautaires et que ces dernières n'ont pas diminué en nombre et que proportionnellement, elles deviennent donc plus importantes. Donc un succès important lié d'une part à un changement des souches, d'autre part à un ensemble de mesures d'hygiène de main, de détection précoce des porteurs et des mesures spécifiques qui ont permis de contrôler l'importation et la dissémination de ces souches au sein de l'hôpital. Alors on est passé maintenant de cette situation à celle-là. Le MRSA ne nous fait plus peur dans les hôpitaux. Par contre, ce que l'on a malheureusement découvert, c'est qu'en ville, cette bactérie fait peur. Elle était connue comme étant un germe hospitalier et maintenant c'est un germe communautaire. Nos cliniciens dans les hôpitaux pensent moins au MRSA, ils prescrivent moins ou plus la vancomycine comme antibiothérapie en première intention parce que la prévalence de MRSA a diminué. Mais nos collègues installés en ville doivent y penser. Lors de l'infection de la peau et du tissu mou, le MRSA communautaire est devenu un vrai problème. Donc en résumé, pour ce premier germe, une excellente nouvelle, diminution des cas de MRSA en hospitalier, une conjonction de modification des souches et de bonnes pratiques en hygiène, et actuellement un problème et une vigilance accrue nécessaire par nos collègues en ambulatoire par rapport à des infections de la peau et des tissus mous. S'agissant du streptocoque pneumoniae résistant à la pénicilline, je vous présente ici à nouveau, comme dans plusieurs dias, des graphes qui proviennent d'Anresis. Je remercie mon ami Andrea Cronenberg de m'avoir fourni ces données. Vous voyez que les courbes sont plutôt rassurantes, en ce sens qu'elles n'augmentent pas, voire même ont tendance à diminuer entre 2008 et 2017. Donc de ce côté-là, de très bonnes nouvelles également. Le pneumocoque résistant à la pénicilline est d'une part peu fréquent,
et d'autre part en diminution. Ceci probablement en partie grâce à l'utilisation du vaccin conjugué. On a encore quelques cas, mais qui sont plutôt liés à de l'importation. Donc sur ce deuxième plan, quelque chose de très rassurant. Dans les grammes positifs, on l'a entendu tout à l'heure, la situation n'est pas toujours parfaite. On a parlé des entérocoques vancomycine résistants. Vous voyez qu'on a tendance à reprendre les mêmes dias venant du CDC qui montrent que l'entérocoque vancorésistant peut être responsable d'un certain nombre de décès ou d'infections aux États-Unis. C'était une situation qui nous était peu familière jusqu'à il y a quelques années, jusqu'à ce que la situation soit plus problématique en Suisse. J'en parlerai tout à l'heure par rapport à cette épidémie qui s'est déclarée dans la région de la Suisse centrale. Vous avez tous en tête ces fameux graphes européens qui montrent la situation avec des couleurs européennes, avec plutôt un axe Italie et Allemagne qui est plus important en termes de résistance par rapport aux entérocoques vancomycine résistants, moins en France. Puis la situation en Suisse est différente. Quand vous voyez ces graphes-là, vous allez chercher dans la littérature, vous savez très bien que ça a déjà été publié par des gens très célèbres, donc vous allez voir ce qui se passe. En Suisse, les VRE, ça a été publié de nouveau, toujours par des gens célèbres. Je crois bien qu'ils ont des problèmes en Helvétie, c'est bien leur tour. Alors là, il y a une petite erreur, c'est pour ça que je vous présente la slide. Les Gaulois, les Français sont très bons pour le VRE. Ils ont décidé d'avoir une attitude extrêmement agressive et c'est pour ça que sur la carte, les tableaux sont en vert. Le problème, il n'est pas en Gaule, il est en Germanie. C'est nos amis allemands qui ont décidé que la situation avec le VRE était un peu trop difficile, ont baissé les bras et c'est ce qui nous arrive actuellement. Donc on a dû se positionner pour voir quelle attitude prendre et on a pris une attitude gauloise, francophone. Tout a donc commencé avec ce joli papier de Nico Boetti et ses collègues qui a montré une épidémie d'entérocoques vancomycine résistants liée à un clone ST796 relativement récemment, vous voyez, entre la fin de l'année passée et avril 2018. Qu'est-ce que l'on peut voir sur nos statistiques ? À nouveau, les statistiques d'Anresis démontrent ce qui se passe s'agissant des entérocoques. Vous avez une fluctuation d'un certain nombre de paramètres. Le point important à regarder, il est ici. C'est les entérocoques Faecium, vancomycine résistants, cette courbe rouge. Quand vous voyez des courbes comme ça, vous vous dites c'est très rassurant. Mais le travail de Anresis est excellent, simplement il n'a pas été dessiné pour pouvoir faire du monitoring d'épidémie. Et c'est là où il faut faire attention. On va utiliser des outils qu'on va vous présenter dans cette journée, des outils importants, des outils bien validés et qui s'améliorent au fur et à mesure. Mais il faut savoir pourquoi les outils ont été utilisés et développés de façon à pouvoir ne pas faire de mauvaises interprétations. Donc juste pour expliquer, et je pense qu'Andrea en parlera un petit peu plus tard, Anresis n'est pas conçu pour la détection d'épidémies ni leur suivi. Donc Anresis est conçu pour un suivi dans le temps, des tendances générales, mais pas pour de l'épidémiologie. Pourquoi est-ce que ça n'est pas approprié pour l'instant de suivre les VRE dans Anresis ? C'est parce que le dépistage n'est pas systématiquement rapporté, d'une part, et d'autre part, parce que les résultats qui sont effectués par un laboratoire sont difficilement attribuables à la clinique, à l'hôpital en question. Un hôpital A peut envoyer ses analyses à un centre hospitalier ou un centre d'analyse qui est localisé dans un autre canton et l'attribution précise de ces cas est parfois un petit peu difficile. Qu'en est-il actuellement ? Alors vous avez ici un graphe qui représente notre joli pays divisé en différentes régions. Ces régions sont cumulées entre 2014 et 2018 s'agissant de la proportion d'entérocoques vancorésistants parmi les Enterococcus faecium. Donc c'est des pourcentages, ce ne sont pas des nombres absolus. Néanmoins, ce que l'on voit sur ces pourcentages, c'est qu'il y a plusieurs régions où ces pourcentages ont clairement augmenté, c'est-à-dire la région de Genève, la région du centre et la région du nord et du nord-ouest. Donc une atteinte à de multiples endroits liés à l'entérocoque vancomycine résistant. Quand on a une épidémie de cette taille-là, on a envie et on doit
comprendre d'où viennent les souches, est-ce qu'il s'agit d'une épidémie monoclonale ou pas, et c'est là où les tests moléculaires sont extrêmement utiles. Je vous présente ici une slide de Adrian Egli de Bâle, qui a séquencé une grande partie des souches en lien avec cette épidémie de VRE et qui a pu rapporter, en fonction du temps, les catégorisations, les ST-types, la signature de famille, si vous voulez, de ces souches-là. Et vous voyez qu'il y a ici une épidémie tout à fait claire, rose, liée à ce clone ST796. Vous voyez également que grâce à ces méthodes, on s'aperçoit qu'il y a des entérocoques vancomrésistants qui sont dus à d'autres origines, qui ne sont pas directement liées à cette épidémie. Et c'est important de le savoir en utilisant des outils de ce type-là. Que peut-on faire? Eh bien, l'épidémie a été dépistée de manière évidente. Dès qu'elle a été dépistée, une task force a été mise en place depuis juillet 2018. Et cette task force, dirigée par Stefan Harbart, a permis, avec l'aide de toutes les parties prenantes, des laboratoires diagnostiques, de Anresis et des différents professionnels impliqués, d'améliorer le dépistage, de fournir une surveillance plus étroite et plus coordonnée au niveau de la Suisse, de communiquer des résultats de façon à améliorer les pratiques par rapport à la prévention. Et très récemment, cette task force a édicté des guidelines pour pouvoir dépister de manière précoce les patients porteurs d'entérocoques vancomycines résistants. Donc le mot-clé là-dedans, s'il y a un seul mot à avoir, c'est dépistage. Pensez à dépister des patients qui viennent d'un autre centre hospitalier ou des patients qui viennent de l'étranger. C'est un élément absolument clé. On le reverra pour d'autres entités. Ça permet d'éviter une entrée non reconnue de souche dans l'hôpital et une dissémination qui, après, est beaucoup plus difficile à contrôler. Je reprends ici un cartoon qui a été publié dernièrement dans le Swiss Medical Forum Santé. J'espère que ce n'est pas moi qui t'ai transmis le virus, mais enfin, on verra, on fera de la typisation après pour être sûr de ce qui se passe. Donc sur ce graphe sont représentés les pathogènes fréquemment impliqués en termes d'antibiorésistance. On a parlé du MRSA en jaune, diminuant, du pneumocoque en violet, stable ou en diminution, de l'entérocoque vancomrésistant en petite augmentation malgré cette épidémie. Et ce qui va nous intéresser maintenant, c'est ce que disait Patrice tout à l'heure, ce sont les Escherichia coli et les autres entérobactéries, selon qu'elles sont résistantes au fluoroquinolone ou qu'elles possèdent des déterminants de résistance contre les pénicillines. Entrons donc dans le monde des grammes négatifs. Tout d'abord, s'agissant des fluoroquinolones, vous avez ici à nouveau un graphe qui montre la non-susceptibilité, donc les souches qui sont dites intermédiaires ou résistantes, la non-susceptibilité des Escherichia coli à différents antibiotiques. Ce qui est intéressant, c'est de suivre cette courbe qui monte peu, mais qui monte clairement et significativement. Quand vous connaissez le nombre d'Escherichia coli, l'amplitude du problème est de taille et c'est important de le reconnaître. Donc ça signifie que les Escherichia coli continuent à devenir de plus en plus résistants au fluoroquinolone. Grâce aux données d'Anresis, on peut regarder ça de manière un petit peu plus fine. On peut par exemple voir si ces fluoroquinolones résistants sont liés à des souches invasives ou des souches qui se trouvent uniquement dans les urines. Et ce que vous voyez, c'est que ça affecte les deux cas. C'est non seulement les infections urinaires, mais également les infections invasives. Donc, problème de résistance au fluoroquinolone en général avec Escherichia coli. Alors, un message important pour vous en souvenir, vous allez vous demander pourquoi je ne mets pas Astérix et Obélix ici. Eh bien, le message important, c'est « Leave the queen alone » ou « Laissez les quinolones, ne pas les utiliser ». Voilà, c'est bien, merci beaucoup. Donc, comme ça, vous vous en souviendrez, la prochaine fois, c'est pas pour le Brexit pour une fois, c'est pour oublier les quinolones, pour essayer d'utiliser d'autres molécules lors d'infections urinaires basses. On aura l'occasion d'en reparler lorsqu'on parlera de mesures de traitement et de recommandations et de guidelines. Sujet plus important, la résistance aux dérivés de la pénicilline. Ici, je vous montre des résistances aux céphalosporines de troisième génération. Alors, il faut bien vous rendre compte que quand on utilise un système de surveillance comme Anresis,
on collecte des données de différents laboratoires et puis on n'a pas une information qui est toujours de la même précision ou codée de la même façon. La façon de capturer la résistance comme les BLSE, c'est par exemple d'analyser tout ce qui est rapporté comme résistant aux céphalosporines de troisième génération. Ça peut être des ESBL, mais ça peut être d'autres mécanismes également qui conduisent à ce phénomène. Sachant ceci, ce que l'on voit, c'est que les taux sont variables de 7,7% à 16 et quelques pourcents, donc en gros 10% de résistance aux céphalosporines de troisième génération. D'où est-ce que cela vient? On ne s'est pas concerté avec Patrice, mais on va dire des choses très similaires l'un l'autre. Ça vient de voyage et d'importation. Donc, premier message logique, un patient qui revient de voyage, d'autant plus s'il était hospitalisé, on le dépiste et on l'isole. Deuxième chose, des transmissions qui peuvent se faire à l'extérieur de l'hôpital, dans les familles. À l'intérieur de l'hôpital, on essaye de le limiter, mais c'est particulièrement vrai pour les Klebsiella et les entérobactères. Et puis, ceci est perpétué, soutenu par l'utilisation excessive des antibiotiques. Ça a été bien démontré, par exemple, que l'utilisation de céphalosporine ou l'utilisation de quinolone favorise l'augmentation de ces ESBL. Enfin, il y a donc un réservoir également à l'extérieur, un réservoir vétérinaire dans l'alimentation. Donc c'est un problème qui se trouve massif à l'extérieur du pays, à l'extérieur des hôpitaux également, et donc on doit y penser chaque fois que des patients rentrent à l'hôpital en fonction des facteurs de risque pour pouvoir cibler les mesures de prévention. Vous voyez ici des statistiques entre 2004 et 2017 qui montrent l'augmentation de la résistance des colis en violet et des Klebsiella en vert aux ESBL. Vous voyez que les taux montent, puis ont tendance à se stabiliser un petit peu en 2016. Alors, c'est une tendance qui est là, c'est plutôt rassurant, mais le problème, il est quand même massif, 10% de résistance. C'est quelque chose que l'on ne peut pas contrôler, qui se trouve à l'extérieur de l'hôpital et avec lequel on va devoir composer. Conclusion, pour les colis et les Klebsiella, les fluoroquinolones et les ESBL sont un problème important, majeur, d'origine communautaire. Le point rassurant, c'est qu'on sait que c'est d'origine communautaire, on peut les dépister et les taux sont stables depuis 2016. Le souci, la crainte, c'est les germes producteurs de carbapénémase, ce que Patrice a montré tout à l'heure. Vous savez que depuis janvier 2016, il faut déclarer la présence de germes porteurs de carbapénémase et dès janvier 2019, il vous faudra envoyer des souches au NARA de façon à pouvoir les typer. Voici les statistiques qui sont actuellement prépondérantes en Suisse. À gauche, par rapport aux différentes espèces bactériennes, vous voyez que Klebsiella est plus importante en termes de nombre d'isolats porteurs de carbapénémase que Escherichia coli et que les autres entérobactéries sont beaucoup moins représentées, beaucoup moins fréquentes comme problématiques. Ce que vous voyez également, c'est ce que Patrice disait tout à l'heure, le vrai problème en termes de nombre, c'est Oxacarot 8, qui est relativement stable, mais qui a un nombre non négligeable ici, KPC, NDM1, qui sont présents, qui n'augmentent pas à des valeurs faibles. Donc ça existe, c'est stable, mais comme le disait Patrice, il y a un gradient énorme entre nos pays voisins, et notamment le sud et l'est de l'Europe, et puis les taux que l'on a. Donc on sait qu'on travaille contre un gradient et qu'il faut être très prudent dans la façon de gérer ceci. En essayant de voir d'où ils proviennent sur la carte de la Suisse, c'est un poster d'Alban Ramet de Berne. Les cas proviennent des différentes régions de la Suisse. Il n'y a pas de régions qui sont particulièrement touchées. Ce sont des cas d'importation qui sont colligés la plupart du temps. Je vous présente ici une situation qu'on a vécue à Genève, du KPC. Patrice disait tout à l'heure que c'est un problème qui se trouve essentiellement dans le sud de la Suisse, l'Italie pour ne pas la nommer. Donc là, on avait un patient d'origine italienne, connu pour être porteur de KPC depuis 2012, qui était déjà venu chez nous à l'hôpital. Il revient en janvier 2015 pour une urosepsis sévère à KPC. Le patient est bien entendu, dès le départ, mis en mesure de contrôle, à savoir une chambre privée. Mais malgré ça, on a observé dans les jours qui ont suivi 3 cas d'infection à KPC. Donc gros souci,
campagne de dépistage massive, plus de 300 patients sont screenés pour se dire, zut, est-ce que c'est ce germe-là qui a causé le problème? Est-ce qu'il y a d'autres importations? Est-ce qu'il y a un défaut de contrôle dans la transmission? Cette grosse campagne de surveillance n'a pas montré d'autres cas transmis. On a vu simplement 3 cas d'infection. Et en les analysant par séquençage du génome, on s'est aperçu que les cas récents étaient extrêmement proches les uns des autres. La souche initiale qui avait permis de dire que ce patient est porteur de KPC différait d'un certain nombre de modifications génétiques, probablement parce qu'elle a pu évoluer dans le temps. Et ça, c'est des choses qu'on doit savoir gérer quand on fait de l'épidémiologie moléculaire avec le séquençage du génome. Enfin, pseudomonas. Pseudomonas, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est un germe qui ne pose actuellement pas de gros problèmes de résistance. Les taux de résistance piptazo et ceftazidime sont existants mais sont stables, et donc c'est une situation qui est peu préoccupante pour l'instant. Acinetobacter, les fonds, on le voit, c'est des cas qui sont importés ou bien localisés aux soins intensifs. À nouveau, il n'y a pas un problème majeur de ce côté-là. Lorsqu'on vit une situation de ce type-là, c'est embêtant, mais ce n'est pas un problème aussi important que ne l'est, par exemple, celui causé par les entérobactéries. Les messages que je vous propose de retenir sont les suivants. 1. Le staphylocoque doré méthicilline résistant nosocomial a massivement diminué. Donc ça, c'est une victoire. Changement de souche, bonne pratique. On peut diminuer l'utilisation de vancomycine dans les hôpitaux et on l'a diminué. Par contre, nos collègues installés en ville doivent savoir qu'il y a une augmentation inquiétante de cas. Ils doivent penser à effectuer des cultures de plaies et pas simplement dire c'est un simple abcès que l'on va pouvoir traiter de manière simple. Il faut y penser et il faut pouvoir à ce propos identifier des patients à plus haut risque. S'agissant des entérocoques vancomycine résistants, on a une vigilance et un dépistage qui doivent être mis en place dans tous les hôpitaux pour s'assurer que des patients transférés d'un endroit à l'autre soient correctement dépistés pour éviter d'avoir des irruptions de phénomènes de résistance chez les différents centres hospitaliers. Résistance au fluoroquinolone, vous vous souvenez de livre de quinolone, on aura une présentation sur des guidelines. Vous verrez que les recommandations pour les infections urinaires basses évitent les quinolones et proposent d'autres molécules, par exemple et surtout la nitrofurantoïne. Enfin, s'agissant des BLSE et des carbapénémases, les entérobactéries sont fréquemment résistantes aux céphalosporines de 3e génération et fluoroquinolone, taux élevé, comme je vous le disais, de l'ordre de 10%, mais stable. Les carbapénémases sont plus embêtantes, mais heureusement rares. La prévalence actuellement est basse, tant mieux. On a un bon système, on a une organisation qui est correcte, mais on travaille contre un gradient avec des pays limitrophes qui ont des taux beaucoup plus élevés. Donc il faut rester vigilant, il faut vraiment faire attention par rapport à l'importation dans les hôpitaux de ces germes multirésistants. Donc c'est un message important de dépistage. Vous voyez que c'est valable pour les superbactéries, donc les carbapénémases. C'est valable également pour les entérocoques vancorésistants. Le dernier point, qui est un point d'information pour les collègues microbiologistes cliniques qui sont dans la salle. Vous avez vu tout à l'heure que dans l'organigramme de STAR, on avait tout un gros paquet diagnostic microbiologique. Dans le diagnostic microbiologique, il y a un groupe qui s'appelle Swiss Antibiotic Consortium, qui est dirigé par Reinhard Binden. Et ce groupe-là édicte des recommandations par rapport aux modifications des guidelines EUCAST notamment. Alors, 2 slides pour vous montrer ces changements de recommandations qui vont vous impacter. Ça, c'est la façon actuelle dont on reporte. Vous avez ici les concentration minimale inhibitrice pour une bactérie. Vous voyez ici, dans ces valeurs faibles, la population qui est dite susceptible. Vous voyez ici, dans ces valeurs élevées, la fraction qui est dite résistante. Et pour certaines bactéries, on a une classe qui s'appelle intermédiaire. Pour l'instant, dans les statistiques fournies par ANRESIS, on parle de non susceptibles, c'est-à-dire que les blocs jaunes et rouges sont considérés comme non susceptibles. Ce qui va changer début 2019, donc très bientôt, c'est que le box jaune s'appellera toujours I, mais ça ne voudra plus dire la même chose. Ça, c'est déjà un peu compliqué, mais bon. Ce que nos collègues de EUCAST ont trouvé, c'est qu'on va les appeler I pour ne pas dire intermediate, mais pour increased exposure. Ça veut dire
Ces bactéries sont susceptibles à condition que vous adaptiez les taux de l'antibiotique. C'est une bonne nouvelle, en ce sens qu'on peut davantage traiter de bactéries avec des antibiotiques existants. On n'est pas obligé d'élargir le spectre, mais il faut adapter le traitement. Les conséquences pour ceci sont les suivantes. Il va falloir communiquer ces résultats depuis les labos et vers Anresis. Donc on va se coordonner, on va fournir des recommandations avec le SAC. Il va falloir s'attendre à des modifications de prescription antibiotique par les médecins qui vont pouvoir, dans certains cas, être plus ciblées, ne pas être obligés d'augmenter le spectre. Et finalement, ces recommandations vous seront fournies en début d'année prochaine par le SAC. Voilà, je m'arrête ici pour citer de nouveau ma littérature favorite, pour montrer qu'on sait lutter contre l'antibiorésistance en Suisse. On a des méthodes qui nous sont propres, ça marche pas trop mal, mais il faut continuer, et puis il faut garder ce côté fédéral et bien ouvert pour pouvoir communiquer et dépister ces différents germes ensemble. Je vous remercie pour votre attention.